Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, l'image des enfants est en droit à protéger. Rappel à la loi et aux bonnes pratiques avec la famille tout écran, ce sera à suivre. C'est à suivre aussi Jeanne Dreyfus et ses idées derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui avec toi, on va s'interroger sur la place des femmes dans le programme d'histoire de l'art au lycée avec un exemple et lequel Suzanne Valandon, le Centre Pompidou de Metz, lui dédie une rétrospective en ce moment. Tout à fait. Lumière est faite sur donc, cet artiste trop peu connu et pourtant qui devrait être au cœur du programme d'histoire de l'art cette année puisqu'il s'intéresse à la place des femmes. On découvre ça tout à l'heure. Absolument. Notre question du jour, elle s'appelle l'Académie des futurs leaders ou encore le Collège citoyen de France. Elles promettent de changer le politique sans faire de militantisme. Et quelles sont ces prépas citoyennes qui veulent réinventer la société, changer le monde? Ça s'apprend? On va poser la question justement à nos invités. Alice Barbe, vous êtes la directrice générale de l'Académie des futurs leaders. Bonjour à vous. Bonjour. Emmanuel Larocque, CEO de Social Builder. Vous connaissez bien l'école du futur. On a beaucoup parlé ensemble notamment de l'insertion des femmes dans les métiers du numérique ensemble. Vous faites partie de l'actuelle promotion du Collège citoyen de France et on va y revenir. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et Marc Bérébi qui nous rejoint en duplex interposé. Vous êtes un des cofondateurs du fameux Collège citoyen de France. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi il faut remettre de la citoyenneté dans la politique. Bonjour Marc. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. L'image des enfants n'est pas en jeu. La loi portée par le député Bruno Studer et adoptée il y a quelques semaines par l'Assemblée nationale vient de le rappeler. La famille tout écran nous le rappelle aussi cette semaine. Nouvel épisode de notre série en partenariat avec le Clémy. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon, allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Eh oui, le numérique, ça prend changer le monde aussi, visiblement. Nouveaux leaders ou nouvelles élites, comment repenser la politique de demain? On ouvre le talk, première partie. Et avec nous, aujourd'hui à nos côtés, Alice Barbe, directrice générale de l'Académie des futurs leaders, Emmanuel Larocque, CEO de Social Builder, actuel membre de la promotion du Collège citoyen tout court d'ailleurs de France. Collège citoyen de France que vous représentez aussi à nos côtés, Marc Bérébi, puisque vous en êtes un des cofondateurs. On s'intéresse avec vous aujourd'hui, messieurs, dames, à cette nouvelle idée, lancer le débat sur des prépas citoyennes, si je peux les appeler comme ça, pour réinvestir le champ politique sous l'angle de l'action et non plus du militantisme politicien. C'est vraiment ce qui a présidé à l'envie de lancer cette Académie des futurs leaders, Alice. Il y a plusieurs constats à l'origine. Le premier, c'est qu'on est face à une nouvelle génération de militants, d'activistes, d'entrepreneurs sociaux qui arrivent à déplacer des montagnes, de plus en plus jeunes d'ailleurs. Je pense au mouvement comme Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg. Et en face, il y a une espèce de dépolitisation aussi. Le mot politique, c'est un mot, on a l'impression que ça fait un peu peur. Souvent, je fais des conférences et je demande qui est dans un parti politique. Il y a très très peu de gens qui lèvent la main et de moins en moins. Et je trouve ça assez triste. Et l'idée de l'Académie, c'est de pouvoir reconnecter les personnes qui changent les choses à leur échelle, qui font de la politique sans le savoir,
au monde politique, un peu en leur donnant envie d'avoir envie, et sachant que c'est des personnes qui ne vont pas postuler par elles-mêmes, on recrute que par nomination. Donc c'est des personnes qui, aujourd'hui, incarnent déjà des combats sociaux, environnementaux, ou sur la démocratie, qui est un gros sujet. C'est-à-dire que ce que vous me dites, c'est que l'expression finalement du fait de supporter un parti par militantisme et par appropriation à un parti politique ne fonctionne plus dans le logiciel démocratique aujourd'hui de cette génération qui a pourtant envie de politique. En plus, les défis sont immenses face à la crise climatique, face à la montée des inégalités. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la confiance envers nos représentants, la démocratie. Enfin, tous les sondages, les baromètres en France, mais aussi en Europe, sont très bas. Nos niveaux de défiance est très très fort. La reconnexion, elle se fait aussi en disant si c'est pas vous qui vous occupez de démocratie, c'est la démocratie qui va s'occuper de vous. Mais les gens qu'on rencontre à l'académie, qui viennent pour l'immense majorité d'entre eux de milieux, on va dire, sous-représentés dans le monde politique, des femmes, des personnes racisées, des gens qui viennent des quartiers, des gens qui représentent des collectifs de sans logement, par exemple, vont dire oui, mais j'ai pas les outils, j'ai pas les codes, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai un peu peur, c'est des paniers de crabes, la politique c'est violent. C'est vrai, la politique ça peut être violent. L'idée, c'est de pouvoir outiller et aussi les aider à avoir une forme d'ancrage. C'est pas que des cours, la politique. C'est des rencontres, c'est aussi de la santé mentale, c'est du développement personnel, c'est aussi avoir une boussole éthique très forte. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a aussi une très forte polarisation sur des sujets de crispation identitaire qui font mal à la démocratie. Et il y a les ennemis de la démocratie, je pense au mouvement populiste, à l'extrême droite, qui ont énormément d'outils. Leur outil, c'est quoi? C'est la haine, c'est la division, c'est le fait de trouver un ennemi, les personnes migrantes, les femmes, les élites, pour pouvoir semer de la division dans la société. Changer son GPS politique pour mettre le cap sur plus de citoyenneté et de liens aussi, de liens pour faire société toutes et tous ensemble. C'est la proposition de l'Académie des futurs leaders. Changer le monde, ça s'apprend, c'est aussi une des propositions du Collège citoyen de France. Regardez à quoi ça ressemble. Continuez que nous soyons à ce point fermés et autocentrés pour ne pas écouter en démocratie même ce que nous disons. Si nous reconnaissons le dérèglement climatique, si nous reconnaissons le... Dans ce programme, si vous voulez. Moi aussi j'ai un message à faire passer. Si on reconnaît que le dérèglement climatique est la répétition des pandémies, comme le problème de sécurité mondiale. Marc Bérébi, vous êtes un des cofondateurs du Collège citoyen de France. Vous voulez nous dire quoi, justement, en nous interpellant avec cette vidéo, que réussir à faire des actions militantes, par exemple, envahir des plateaux, prendre la parole, hacker en quelque sorte le débat, ça peut être une chose. Le faire quand même avec certains codes et une certaine méthodologie, fût-elle citoyenne, c'est mieux? C'est ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, ces personnes ont les idées qui sont nécessaires aujourd'hui, mais qu'il leur manque les outils. Et nous, ce qu'on fait au Collège citoyen, c'est qu'on leur offre les outils, on leur permet de pouvoir passer du stade de l'idée, de la volonté, au stade de intervenir sur les politiques publiques, devenir candidat, être élu et jouer un vrai rôle en politique. L'idée de ce collège citoyen, il est né il y a quelque temps, là aussi, de cette envie de réinvestir ce champ qui est finalement, on le voit avec Alice Barbe aussi, un peu délaissé par le militantisme politique aujourd'hui. Et ça n'a jamais été une tradition finalement très franco-française, elle est peut-être un petit peu plus américaine. On n'ose pas forcément supporter un parti, afficher ses idées de cette façon-là. Par contre, on veut bien engager sur des causes, sur des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et on le fait de moins en moins. C'est-à-dire que les partis politiques voient diminuer leur nombre d'adhérents de façon très importante. Ils voient leur fonction d'éducation qui disparaît. C'est-à-dire qu'avant, c'était les partis qui allaient enseigner la politique, qui allaient enseigner en même temps tout ce qui concerne les finances publiques, tout ce qui concerne les responsabilités des différentes régions, États, municipalités, etc. Aujourd'hui, les partis sont en chute libre, ils se battent pour survivre et ils n'ont plus cette fonction d'éducation. Et nous, on est nés au moment du Covid, du premier confinement, où on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui faisaient des choses extraordinaires, mais qui n'étaient pas représentés dans le domaine politique, que des gens qui avaient cette énergie, cette volonté, cette intégrité,
on les retrouvait dans le champ social, dans le champ entrepreneurial, parfois dans le champ politique de façon marginale, mais que ce n'est pas eux qui sont en responsabilité. On veut changer ça. Et ces gens qui ont cette énergie formidable, il y en a autour de ce plateau, notamment vous, Emmanuelle Larocque. Je le rappelle, vous êtes la CEO de Social Builder. C'est vraiment cette structure d'insertion pour pouvoir porter les femmes dans les métiers en tension du numérique. Cette énergie, vous avez voulu la mettre au profit de la nouvelle promotion du Collège citoyen de France. J'ai d'abord envie de vous demander si vous êtes encarté politiquement. Non, je ne suis pas encartée. Ce qui est sûr que je porte des convictions politiques profondes, mais je ne m'y retrouve pas forcément, justement, dans les différents partis aujourd'hui. Et si j'ai choisi l'entrepreneuriat social, je mets quand même ce mot à coller parce que je pense que derrière le projet, en tout cas mon projet entrepreneurial, il y avait vraiment une volonté d'apporter quelque chose de différent dans la société, de porter une thématique qui était encore, je dirais, invisible et de trouver des solutions concrètes pour changer la société ou en tout cas faire progresser la cause des droits des femmes dans l'économie. Et je trouve que ce sont des solutions qui peuvent exister, mais on trouve quand même à un moment un plafond de verre, je pense, c'est-à-dire il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes d'institutions, comment justement prendre la parole, et c'est ce que le Collège citoyen de France nous permet de faire en fait. L'idée de pouvoir rejoindre cette nouvelle promo, justement, c'était d'abord pour vous donner un moyen d'avoir un tremplin de compréhension justement de ces institutions, de ce monde politique, où l'idée de se dire que en allant rencontrer aussi d'autres personnalités d'exception parce qu'elles font des choses dans leur vie de tous les jours qui ressortent de l'ordre de l'exceptionnel, encore une fois. Il y avait aussi cette idée d'aller en interaction avec les autres, de brainstormer, d'avoir des idées qui fourmillent pour pouvoir faire lien dans la société. Marjorie, vous avez tout dit. Oh, c'est beau. Drop the mic. On a fini l'émission. Merci, à demain. Non, je rigole. Non, mais sincèrement, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que quand on commence à travailler, ça fait 12 ans que je porte le projet Social Builder, quand on se confronte à la complexité des problématiques sociétales qu'on adresse, on se rend compte qu'on ne peut être qu'un collectif pour les adresser avec de multiples potentialités et des bribes de solutions qui s'ajoutent et qui font synergie. Donc d'aller à la rencontre d'autres acteurs qui prennent leur sujet par certains bouts et du coup, je dirais, d'avoir une conscience plus large de comment son sujet s'intègre dans une problématique beaucoup plus large, c'est ce qui fait qu'on ira plus loin. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'essence même aussi de l'humilité de ce qu'on fait. C'est de dire qu'on apprend en permanence, qu'on découvre, qu'on défriche, qu'on est dans des test and learn perpétuels et que les autres aussi ont une partie de la solution. Et par ailleurs, nous, on porte une politique publique. Et donc, quand on a un acteur du terrain avec des solutions qui ont montré leurs preuves, mais qu'à un moment, on veut les généraliser, il faut vraiment pouvoir porter ces politiques au bon endroit, avec les bonnes personnes et les bons leviers. Et ça, il y a des techniques réelles et qui peuvent être beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui, on saurait le faire seul. Voilà. Marc, des Emmanuelle Larocque ou des Édouard Bergeon, qui fait partie de la promotion précédente, vous les repérez comment ? Alors, Édouard Bergeon est cofondateur du collège, donc il n'est pas dans la promo. C'était beaucoup plus simple pour lui. Il fait partie des 10 cofondateurs du collège. Alors, on les repère parce que ce sont déjà des leaders. On ne va pas créer des leaders, on va juste les identifier, essayer de les convaincre qu'ils ont un rôle à jouer en politique, parce que souvent, effectivement, comme le disait Alice, ils sont un peu réticents à se lancer dans cette arène, et les accompagner par la suite. Donc, pour les identifier, on a fait, pour la dernière promo, un tour de France, parce qu'on n'est pas évidemment uniquement parisien. On a fait un tour de France avec le photobooth de JR, où on a été dans différentes villes, essayer d'identifier des candidats, parler avec des gens sur les places à Lyon, à Marseille et dans d'autres villes. Et on a eu beaucoup de recommandations. On a eu des centaines de candidats pour chaque promotion. Et c'est sur ça qu'on va pouvoir travailler avec eux pour essayer de comprendre si c'est ce qu'ils veulent vraiment faire, s'ils sont prêts à se lancer, à faire de la politique ou en tout cas au moins influencer les politiques publiques. Et si nous, on a les moyens par rapport à leur projet de pouvoir les accompagner. Et ensuite, on va travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils soient bien représentés, qu'ils rencontrent leurs pairs au sein de la promo, qui leur permettent d'évoluer ensemble et de construire ensemble. Et donc, on a tout un chemin qui va se passer pendant la promo et après la promo. Et on a un certain nombre de succès, on a un certain nombre de sujets sur lesquels nos collégiens ont réussi à être élus ou à faire passer des projets de loi.
Je veux voir absolument le portrait d'Emmanuel Larocque par JR maintenant. Je veux le voir, ce portrait, c'est pas possible, il faudra me le montrer la prochaine fois. Alice, justement, là aussi, comment est-ce qu'on arrive à créer des promos cohérentes côté Académie des futurs leaders? Parce que l'idée, et Marc en témoigne aussi avec le Collège citoyen de France, c'est de pouvoir, là aussi, mettre en interaction ces personnalités les unes avec les autres, faire que l'ensemble d'une promo puisse changer le monde. Et qu'est-ce que ça peut être compliqué à plein d'égards, parce que je vois bien, on est sur la deuxième promo, qu'on travaille avec des personnes qui viennent d'horizons très différents, de 18 à 52 ans, des bacs moins 12, des bacs plus 12, des personnes qui souffrent d'une immense précarité aussi. Et je crois que ce qui s'incarne dans les débats, c'est aussi tout ce qui s'incarne en termes de débats sociétaux du côté progressiste. On a des sujets de sexisme, on a des sujets de racisme, on a des sujets de classisme qui s'incarnent aujourd'hui dans la politique française et qui, je trouve, sont assez mal adressés par les représentants politiques. Il y a une forte frilosité là-dessus. Après, ce qu'on fait avec l'Académie, on accompagne une quinzaine de personnes par an. Donc, notre mesure d'impact, elle va se faire dans 10 ans, je pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul, effectivement. Le Collège citoyen, je crois que vous êtes à près de 150 personnes accompagnées. Mais il y en a d'autres. En France, on est 5 ou 6. Open Politics, Tous élus, etc. En Europe, on est 35. Et dans le monde, on est 200. Donc en fait, on n'est pas une petite minorité, on est aussi un mouvement qui s'est fait beaucoup connaître avec l'accompagnement d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui est montré dans un documentaire sur Netflix, de comment elle est arrivée au pouvoir, enfin à la députation en tout cas, en étant accompagnée par une forme d'incubateur politique. Absolument. Et ça a fait des bébés. Ça a fait des bébés au Brésil, sous Bolsonaro, c'était aux États-Unis sous Trump. Et en Europe, il y a quand même une vraie démarche de... Enfin, on est tous nés un peu en même temps sans pouvoir se parler. Aujourd'hui, on se parle et on réfléchit à ces problématiques. Parce que comment on accompagne des personnes qui ont peut-être un peu peur d'entrer en politique, mais qui sont déterminées, et il est là le trésor, qui sont déterminées par leurs engagements, leurs combats, leurs ambitions. Je pense à un de nos participants qui s'appelle Yaya, qui a 22 ans, est arrivé en France à l'âge de 16 ans. Il vient de Guinée, il est passé par tout le parcours migratoire, y compris l'enfer de la Libye. Il a été à la rue, il a été sans papier, et aujourd'hui il se bat pour les exilés dans l'Ain, il est boulanger. Comment quelqu'un comme Yaya, à aucun moment il a un problème de légitimité, à aucun moment il ne devrait avoir honte ou se poser de la question de si lui, spécifiquement, doit faire de la politique. Comment on fait en sorte d'avoir des centaines de Yaya qui font la différence. Et pour aller justement identifier ces yayas, et ce que vous êtes en train de décrire, c'est finalement que le fait que la nature ait horreur du vide et que ces mouvements et ces prépas, encore une fois, on les a appelés comme ça dans cette émission aujourd'hui, ces nouvelles prépas politiques, elles naissent aussi de l'envie d'entrer en résistance. C'est bien ça, si je vous écoute, Alice? L'envie d'agir et de créer. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille avec des entrepreneurs sociaux, moi-même, je suis activiste, je suis entrepreneur social, j'ai fait des choses avant sur la question de la migration. Vous avez notamment fondé Singa France. Oui. Et c'est facile d'être en colère. On est souvent en colère quand on constate les inégalités, quand on constate les discriminations, quand on constate des choses d'une violence terrible. Et tout l'exercice, je crois, et le travail, c'est de passer de la colère à la créativité. C'est de sortir de la posture d'être contre un système pour se dire, OK, si le système que j'ai envie de remettre en question ne me satisfait pas, c'est moi qui aurait peut-être plus de légitimité, de par mon vécu, mais aussi de ce que je suis capable d'apporter, à avoir un impact très concret. Ce que tu dis sur comment on dépasse le plafond de verre pour mettre en place des politiques publiques. Parce qu'il y a un moment, je sais qu'Emmanuel, en plus, tu as beaucoup collaboré avec certains ministres, avec les Nations Unies, et c'est hyper revigorant, flatteur, mais il y a toujours ce petit moment où on nous fait comprendre, surtout si on est une femme, surtout si on est une personne qui n'a pas forcément les codes, qu'on n'a pas forcément notre place dans l'exercice du pouvoir. Et si on ne vous donne pas la place, autant la prendre directement. Si j'écoute bien Alice, Marc et Emma, avant de faire une petite pause pour aller se faire un tour du côté de la planète tech, je voulais juste vous redonner l'occasion de vous exprimer sur cette question. On a vu des candidats et candidates à l'élection présidentielle un peu partout dans le monde transformer la colère en vote effectif. Vous, votre propos, c'est de transformer cette colère en envie de changer les choses. Tout à fait. On a un problème de démocratie un peu partout. Et il y a eu Trump, il y a eu Bolsonaro, il y a Netanyahou, il y a en Italie Meloni, il y a plein de pays
où la colère prend le pouvoir, ce n'est pas une solution. Et c'est pour ça que nous, on essaie de partir d'une autre base, on reconstruit, on veut un changement systémique. C'est-à-dire qu'on veut s'inscrire sur le très long terme pour que dans 10 ans, dans 20 ans, il y ait des leaders différents qui viennent du terrain, qui aient une expérience, qui aient construit des choses. Et pour ça, notre base, c'est le collectif. On est donc nous-mêmes 10 cofondateurs, 2 codirectrices qui fonctionnons avec un système de collectif. On est déjà une petite démocratie. Et les collégiens, donc il y a 150 alumni maintenant qui nous ont rejoints, fonctionnent également sur le même système. Donc on repart d'une nouvelle base qui est le collectif. On veut construire sur ça. On veut tout changer à horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'est pas pressé, on s'inscrit dans le long terme, mais on veut dès maintenant avoir des résultats. Démocratie au carré et apprendre à changer le monde. On continue à en parler avec vous, messieurs, dames, dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et on part pour cette planète avec le leader maximo des images sur les réseaux, Edouard Degnaud. Game over. This dog, man, I'll get the glasses is a whole different thing. Then you can start following this. You guys are pretty wide to the back of my place. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Alice Barbe pour l'Académie des Futurs Leaders, Emmanuel Larocque pour Social Builder et Marc Bérébi pour le Collège Citoyen de France. Dans un instant, on continue à parler de ces nouvelles prépas politiques. On va se demander si élite, c'est un gros mot. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète de Jeanne Dreyfus, celle des enquêtes de l'art. Céline des Derrière la Tech, tout de suite. Et Jeanne, cette semaine, on fait un tour de l'autre côté de la planète de l'art, en Moselle notamment, où tu rentres d'une exposition absolument exceptionnelle, puisqu'elle est consacrée à Suzanne Valadon, une artiste qui a été précurseur d'énormément de tendances, on va le voir avec toi, qui n'avait pas eu de rétrospective depuis 1967. Oui, tout à fait. En effet, l'exposition vient d'ouvrir au Centre Pompidou-Metz. Elle est consacrée à cette artiste née en 1865, trop peu connue qu'est Suzanne Valadon, alors que sa place, elle est toute trouvée au cœur du programme de l'option Histoire de l'art en terminale, programme qui questionne la place de la femme, la place de la féminité et du féminisme dans l'art à travers une problématique qui est posée dès les premiers mots du bulletin officiel. On y lit « La figure féminine endosse une multitude de statuts au service des œuvres,
muse, image ou symbole. Mais cette hyper-présence comme sujet ne parvient cependant pas à masquer la relative invisibilité des femmes comme créatrices. Et ce paradoxe, eh bien, il est exactement au cœur de la vie posthume de l'œuvre de Suzanne Valadon, qui donc, rappelons-le comme tu le disais, eh bien, n'a pas eu de rétrospective au Musée national d'art moderne depuis 1967, soit plus d'une cinquantaine d'années. Et pourquoi selon toi ? Alors, comme le dit plus loin le bulletin officiel, le BO, rares sont les noms des femmes qui ont traversé les siècles, trop souvent accolés à celui d'un maître, d'un époux, d'un employeur, d'un condisciple masculin. Et ça a été particulièrement le cas pour Suzanne Valadon, soit à travers le trio qu'elle a formé avec son fils, le peintre de Montmartre, Maurice Utrillo, et son amant, le peintre André Hutter. On les voit sur cette composition en diagonale. Eh bien, ce trio, on l'appelait le trio maudit ou le trio infernal, soit via son passé de modèle, elle pose à partir de 15 ans, eh bien, elle est rattachée, Suzanne Valadon, aux grands artistes qui l'ont représentée, par exemple Auguste Renoir, dont on voit une image ici, où elle a servi de modèle, ou encore Henri de Toulouse-Lautrec, ou encore Pierre Puvis de Chavannes, sans parler aussi eh bien, de ses amours, par exemple avec Éric Satie, le compositeur, dont elle a signé le portrait, qu'elle a largement ghosté, qui était absolument fou d'elle, et tant et si bien qu'il lui a consacré un opus qui s'appelait Vexation. Bref, c'est dire. En tout cas, c'est cet intérêt pour la biographie de Suzanne Valadon qui n'est pas anodin, parce que c'est celui qui a été retenu pour, en fait, l'associer au XIXe siècle, au Montmartre des post-impressionnismes, plutôt qu'au XXe siècle. D'où ces 60 années sans expo au Musée national d'art moderne, alors que ce musée a une grande collection des œuvres de Suzanne Valadon, et le fait aussi que celle-ci soit en dépôt dans d'autres musées, plutôt qu'exposée sur les murs du MNAM. Mais alors, la vexation, c'est le ghosting du 19e ou du 20e siècle? Et par extension, l'œuvre de Suzanne Valadon, elle est dans quel siècle? Eh bien, un peu les deux, mon capitaine. C'est le Schlesinger, ok. Ouais. C'est magnifique. Et en même temps, elle n'est pas là. Ni tout à fait dans l'un, ni tout à fait dans l'autre. Évidemment, ce serait trop simple. Son chef-d'œuvre, qui est justement qu'on voit à l'écran ici, il est en dépôt au musée de Limoges. Bref, ça s'appelle La Chambre Bleue. Ça exprime bien ce chassé-croisé. D'un côté, on a une figure qui se place dans la tradition de l'odalisque. Par exemple, on connaît l'odalisque fameuse de Ingres. Et à la fois, eh bien, tous les canons féminins de l'époque sont dans la Chambre Bleue battue en brèche. L'odalisque, qui est traditionnellement nue, et une esclave vierge de hammam nubile. Là, elle est remplacée par une femme bien en chair, clope au bec, en pyjama au KLM, livre au pied, et elle en a rien à faire du male gaze, puisqu'elle prend même pas la peine de nous regarder. Et cette affirmation de la femme indépendante, de la body positivity, histoire de pas du tout être anachronique, eh bien, c'est ça qui aujourd'hui ressort, qui passionne et qui fait qu'une exposition d'une telle envergure, eh bien, lui est consacrée au Centre Pompidou-Metz. Bon, donc en fait, tu veux dire que Suzanne Valadon, elle est du 21e siècle parce qu'elle a réussi à représenter la femme sans artifice avant tout le monde. Tout à fait. Et j'en veux pour preuve son autoportrait qui conclut l'exposition de Metz, un autoportrait seins nus. On est dans le même genre d'articulation, hein, c'est-à-dire on a quelque chose de plutôt classique, un modèle 3/4, une fenêtre qui ouvre la compo, comme la composition, comme, je sais pas, dans la Joconde par exemple. Hein. Mais OMG, 1, le sujet, il est âgé de 70 ans. 2, il est nu. 3, il porte un collier qui fait que ça le rend encore plus nu, dès lors qu'on a l'impression qu'elle a enlevé ses habits. Et qui fait aussi que ça, du coup, ça ne se rattache ni à un thème mythologique ou religieux. Bref, autant vous dire que des nus de femmes âgées dans le début du XXe siècle, eh ben, ça ne court pas les rues de l'histoire de l'art. Et je voudrais finir avec une autre œuvre qui lui fait pendant dans l'exposition, puisque là, on était sur la dernière. Moi, je vais vous parler de la première. Il s'agit d'une œuvre intitulée L'été, ou Adam et Ève, et une œuvre qui est particulièrement importante. Oh my God, mais qu'est-ce qui la rend si exceptionnelle? Eh bien, son caractère exceptionnel, il ne saute pas non plus forcément aux yeux. Quand on la regarde, Adam et Ève, il s'agit du thème biblique traditionnel de la tentation d'Adam par Ève. Et en fait, bon, alors déjà, elle se représente elle-même à côté de son amant André Hutter. Donc, première chose qui est à noter, c'est que de femme modèle qu'elle était, hein, à partir de ses 15 ans, eh bien, posant pour des hommes, barbus, blancs, cisgenres, et bien là, elle va passer à peintre femme, qui fait poser des hommes. Donc, elle passe d'un objet passif à un sujet agissant, donc. En plus, son modèle, eh bien, donc, est André Hutter, de 21 ans, son cadet, quand même assez badass, Suzanne. Et deuxième chose qui fait que l'œuvre est particulièrement importante, c'est le fait
qu'on a en fait découvert dans une photographie d'un legs d'un de ses collectionneurs au centre Pompidou, eh bien que le modèle était représenté originellement nu. Tiens donc, en fait, quand l'œuvre a été exposée au salon officiel, on a dit à Suzanne, eh bien écoutez, quand même, vous serez bien gentil de cacher ce sexe que l'on ne saurait voir, qui a fait qu'abracadabra, une feuille de vigne est apparue, et sous la feuille de vigne, mais aussi sous le tapis, le fait qu'il s'agit quand même d'un premier nu d'homme de face représenté par une femme dans l'histoire de l'art. Bref, pour conclure, c'est donc toute l'histoire de l'art, tous les mécanismes qui sont nombreux, qui sont influencés par les biais de genre et qui font que cet artiste-là, je ne saurais trop que la conseiller aux étudiants en histoire de l'art du secondaire, parce que si jamais une prof a autant aimé l'expo de moi, peut-être que le sujet pourrait tomber à un moment ou à un autre. Suzanne Valadon, revisitée par Jeanne Dreyfus. On n'aura jamais vu cet artiste sous un œil aussi acéré, en tout cas. C'est intéressant, évidemment, ce que nous propose Jeanne ici, parce que ça veut dire qu'il y a un moment où on a un peu invisibilisé aussi ces femmes pionnières dans l'art. Est-ce que vous avez l'impression, mesdames, que c'est le même fait en politique ? Emmanuel, peut-être ? En tout cas, sur l'histoire de la politique, je n'en connais pas beaucoup. Personnellement, moi qui ne suis pas une femme politique, mais dans tous les domaines, c'est le cas. Enfin, moi, je suis sur le numérique. Elles ont largement contribué à l'émergence du développement, de la technologie, de l'IA, et elles ont été les oubliées de l'histoire. Donc voilà, c'est juste une histoire qui se répète. Qu'est-ce que la politique doit aux femmes, Alice ? Je réfléchis surtout, il n'y a pas que femmes, à ce que veut dire démocratie. Ouais. Démocratie politique, c'est souvent un peu interprété de la même manière. Et dans l'histoire de l'humanité, notamment l'humanité européenne, on va dire aussi, les femmes ont été écartées de la politique, de la démocratie athénienne, mais aussi les barbares, les étrangers. Donc à la fin, il n'y a que les hommes blancs, hétéros qui votent. Et c'est vrai qu'on peut dire, je crois, aujourd'hui encore, que le monde politique, en tout cas le monde de la représentation politique, est un monde qui est monochrome et viriliste. Qu'est-ce que ça crée ? C'est quoi les conséquences ? C'est une endogamie des personnes, mais du coup, de ce qu'ils produisent. Donc, des lois, des politiques publiques. Je ne parle pas juste des 50, 60 dernières années, on va parler du temps long. Mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, on a le droit de vote. Cool. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, on parle énormément de démocratie. C'est le top trending dans la presse. Il n'y a pas un journal, le JDD, Le Point, l'Express, Le Monde, qui ne fasse pas des chroniques chaque semaine sur le déficit de confiance démocratique. Or, début du 19e siècle, 0 personne dans l'humanité vivait en démocratie. Aujourd'hui, on peut dire que la moitié de l'humanité vit en démocratie. Est-ce que pour autant c'est assez ? Non. Est-ce que la démocratie est parfaite ? Loin de là. Très loin de là. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce travail, c'est quelque chose qu'il faut et qu'on doit et qu'on peut imaginer ensemble. Encore une fois, en face, des gens qui veulent invisibiliser les femmes et autres catégories de personnes sous-représentées, qui n'ont pas toujours eu accès à des zones de pouvoir, commencent à être assez forts, et ils se forment, ils ont des écoles, ils ont des camps de vacances. Je pense à la récente école montée par Jordan Bardella du Rassemblement National, qui vise à accompagner 1200 personnes. C'est beaucoup, c'est plus que celle de Marion Maréchal. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que surtout, ce qui est, alors pour la petite histoire, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'elle fait concurrence à la propre école de Marion Maréchal. Complémentaire, malheureusement, mais en Allemagne aussi, en Europe, en tout cas, il y a un très gros sujet sur la démocratie, sur l'endogamie, sur l'élite, et c'est vrai. On est aussi dans un système où il y a des écoles politiques qui sont fondées d'ailleurs avec une très louable et très belle intention. Je pense à Feu, l'ENA, mais aussi des écoles comme Sciences Po. Sauf que quand on arrive là-bas, le premier jour de cours, il y a le directeur qui vient et qui nous dit « Vous êtes l'élite ». Alors justement, attendez, je retiens cette expression parce qu'on va rebasculer du côté de notre talk. On continue justement à parler de cette élite. Est-ce que c'est un gros mot ? On pose la question à Alice Barbe, à Emmanuel Larocque et à Marc Bérébi. C'est le talk deuxième partie. Et donc on est resté en suspens après l'incroyable chronique de Jeanne Dreyfus avec cette question. Et vous, Alice, est-ce que l'élite aujourd'hui c'est un gros mot ? Quand on s'appelle l'Académie des futurs leaders, c'est assez logique de vous poser la question. Est-ce qu'il y a une différence entre leader et élite ? L'Académie des futurs leaders, on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas trouvé le nom
pour l'instant idéal, mais je crois que la question du leadership en anglais, c'est pas gouverner, c'est servir. Et il y a cette espèce de sentiment que l'élite, qui est censée servir, qui est censée représenter, qui est censée incarner, qui est censée être à l'écoute, qui est censée être intègre, éthique, en fait, il y a quand même une noblesse, en fait, dans tous ces mots, passe complètement à côté de ces aspects-là, de service. Est-ce que c'est complètement le cas dans la réalité ou est-ce que c'est une perception? Bon, ça, c'est une vraie question, mais pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les grandes écoles où on nous dit vous êtes l'élite. Sciences Po, le successeur de l'ENA avec l'INSP par exemple. Qui dit ça, mais qui fait oublier la dimension collective qu'il y a derrière. Le leadership, l'incarnation, la représentation, c'est une immense responsabilité parce que il faut être à l'écoute, il faut que vous soyez à l'écoute des personnes qui souffrent le plus aussi, pas de celles qui vont très bien, mais de celles qui souffrent le plus, de celles qui rencontrent le plus de difficultés. En ça, c'est ça, moi, le mot que j'ai envie de... Élite, en tout cas, c'est à ça que j'aimerais l'associer. Finalement, ce que vous dénoncez, c'est le fait que l'élite se soit enfermée comme synonyme de tour d'ivoire, de déconnexion par rapport au reste de la société, alors qu'elle devrait regagner ses lettres de noblesse avec le fait d'être au service de ses concitoyens, de ses concitoyennes. Emmanuel, vous vous sentez faire partie de l'élite ? Alors, je fais partie des exceptions qui ont eu le droit à une belle éducation et qui ont aujourd'hui suffisamment de patrimoine socioculturel pour s'en sortir très bien dans la vie. Donc ça, c'est une forme d'élitisme. Je fais partie des happy few. Par contre, ce que je peux peut-être faire comme écho, c'est que je pense que l'exercice du pouvoir est extrêmement complexe, qu'on peut être très vite happé par le système et justement les multiples pressions d'essayer de prendre des décisions qui, au final, sont quand même... que la plupart d'entre nous n'ont pas envie de prendre au quotidien. Et je pense qu'il faut quand même un certain respect pour les personnalités politiques, tout en étant extrêmement vigilant, avoir des institutions fortes de contrôle et d'accompagnement de ces personnes pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive. En revanche, je pense que si on veut plus de personnes qui s'engagent, il faut respecter la fonction. Parce que sinon, on n'aura pas de personnes qui ont vraiment envie de dédier une partie de leur vie aux autres et à accompagner les autres, faire en sorte que la vie des autres se passe le mieux possible. Si jamais on n'a pas un peu de respect pour ces fonctions. Est-ce que, justement, le phénomène, et j'inclus Marc évidemment dans cette possibilité de réponse, le phénomène de professionnalisation de la vie politique a aussi fait du tort, finalement, à la mission de service public que la politique, ou le politique d'ailleurs, doit être? Alice? Pour reprendre ce que tu viens de dire, moi je suis entièrement d'accord. Je crois qu'on a un vrai sujet de perception et malheureusement de dévoiement de pas mal de formes d'incarnation dans le leadership politique à plein d'égards. Et on entend aussi une forme de souffrance. On a pas mal de personnalités qui viennent à l'Académie, des gens comme François Hollande, Christiane Taubira, Benoît Hamon, des Américains, des Allemands qui ont de très hautes responsabilités. Et on entend une forme de violence subie et parfois engendrée. De se dire, OK, comment on change et on démonte un peu ce cadre, ce système. Je me souviens de Christiane Taubira qui nous a un peu secoué les puces en juin. Dit, parce que tout le monde disait, oui, mais en fait, on ne veut pas rentrer dans les partis, c'est trop violent, on préfère faire des listes citoyennes. Elle dit, mais les gars, en fait, on n'est pas venus pour prendre le thé. Si vous voulez changer le système, vous entrez dans le parti et vous prenez le pouvoir dans le parti. Vous respectez aussi les règles du jeu parce que on est dans un pays, dans un système où il y a des corps intermédiaires, où les partis politiques, Marco l'a dit, jouent de moins en moins leur rôle pour plein de raisons, faute de ressources, réseaux sociaux, je crois que ça joue un très gros rôle aussi là-dessus, mais notamment faute de ressources financières. Mais ces partis, ils existent, ils ont leur place. Moi, le jour où les partis feront leur boulot avec les ressources dont ils ont besoin, je pense qu'on n'aura plus besoin d'exister et ça aura été une très belle aventure. Il y a les syndicats également. Encore faut-il qu'ils soient écoutés. Sans a priori politique absolu sur des débats en cours, mais encore faut-il écouter les corps intermédiaires. Et les manifestations et la société civile. Ces derniers mois, on a vu des millions de personnes qui ont battu le pavé pour leurs droits, avec une détermination qui souvent est assez louable, je crois, parce qu'elle est aussi empreinte de désespoir. Les vraies questions,
Vraiment, je crois que la réponse apportée justement par les élites, elle est souvent parfois un petit peu technique pour répondre à des questions qui sont hyper épidermiques. Est-ce que je vais pouvoir manger demain ? Est-ce que mon fils va pouvoir aller aux urgences à l'hôpital et être bien traité quand il fait une crise d'asthme ? Est-ce que je vais pouvoir me marier sans me faire assassiner par mon conjoint ? Ça, c'est des questions qu'on a tous chevillées au corps. C'est nos tripes, c'est nos vies, c'est notre existence de citoyen. C'est ça qui va entraîner derrière une force collective, une force citoyenne. J'ai l'impression que justement, on va dire le recul des corps intermédiaires et une forme de professionnalisation de la politique empêche aujourd'hui d'avoir des réponses à ces questions. Pour réussir, Marc, à redorer ou à redonner ses lettres de noblesse à la politique, il faut en effet qu'elle puisse couvrir cette nouvelle pyramide de Maslow des valeurs et des besoins de ses concitoyens et concitoyennes. Juste d'abord sur le mot élite. On va revenir dessus parce que le mot élite et le mot élire sont les mêmes. Ils ont la même racine qui est l'idée de choisir. Et l'élite, c'est ceux qui sont dignes d'être choisis. Donc je crois qu'il ne faut pas essayer de jeter l'élite en considérant qu'elle ne sert à rien et qu'elle est plus actuelle. Il faut changer d'élite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose avec toutes les écoles qui font ce même travail et toutes les organisations qui travaillent sur le sujet de la rénovation politique à faire des choix différents, on reconstruit une élite, des gens qui sont dignes d'être choisis. Donc la nouvelle élite, elle doit se redéfinir et c'est ça ce qu'on doit faire tous ensemble. Et après, dans cette nouvelle élite, oui, il y a des besoins qui sont essentiels, qui ne sont pas satisfaits, de ceux de la pyramide de Maslow, et c'est pour ça que dans les gens qu'on doit donc amener vers nous, qui doivent faire partie de cette nouvelle élite, il y a des gens comme Nora Viviani, qui était une infirmière qui a fait un travail extraordinaire pendant les confinements, qui a décidé de changer de côté et de faire un travail en faveur des infirmiers. Il y a donc aux côtés d'Emmanuel d'autres personnes qui sont engagées aussi sur l'éducation, en particulier pour les femmes et pour les classes défavorisées. Il y a Diariata Ndiaye qui a travaillé sur la question des violences faites aux femmes, qui fait à la fois de l'éducation et de l'art sur ces sujets-là. Donc on rénove les... De sa génération, si je peux ajouter ça. Donc je disais juste que Diata était la plus grande slameuse justement de sa génération et à défendre notamment ces valeurs-là. On la connaît bien ici dans l'école du futur et sur School TV. Voilà, et c'est ces gens-là qui vont remplir ces besoins essentiels qui sont un peu dans un angle mort, qu'il faut accompagner et qui sont la nouvelle élite. Pour moi, Diata fait partie de la nouvelle élite. Féris Barkat, qui est dans la promo 3, qui est un jeune qui fait de l'enseignement sur les questions environnementales dans les banlieues, fait partie de cette nouvelle élite. C'est tous ces gens-là qui vont aller dans les angles morts de la société, qui vont prendre un rôle, qui vont être reconnus, qui n'ont aucun problème de légitimité parce qu'ils font un travail sur le terrain et qui est actif, ils y mettent leur tripes, leur âme, leur temps, leur énergie, etc. Et c'est ces gens-là qu'on doit accompagner et qui doivent influencer la politique de demain. La politique, il y a ceux qui en parlent et celles, j'ai envie de dire, sur ce plateau, surtout qui la font. Défendre la tech et l'insertion des talents féminins, c'est aussi un acte politique. Tout de suite, on regarde vos travaux, Emmanuelle Larocque, avec Social Builder et Féminisons la tech, un hashtag à propager partout. C'est ça aussi, Emmanuelle, redonner du liant à la société, c'est mettre les mains dans le cambouis tous les jours. Oui, et puis porter, là vous venez voir une campagne qu'on a eu la chance de diviser dans tous les métros et les gares de France. Il faut porter nos sujets au grand public pour qu'ils s'en emparent. Et je pense que c'est ça notre rôle. Si on doit montrer le chemin et essayer de s'engager, c'est pour que d'autres prennent la suite et se sentent aussi dans le pouvoir d'agir. En quelques mots, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre au Collège citoyen de France que vous ne sachiez pas
mettre en action avant, que vous ne saviez pas d'ailleurs mettre en action avant, ce sera plus français. Comment fonctionnent nos institutions? Elles sont encore suffisamment solides pour que justement on puisse faire émerger du terrain des initiatives et des thématiques importantes pour les concitoyens et les concitoyennes. Comment interpeller justement les personnalités politiques et ceux aujourd'hui qui font les lois avec des leviers et des façons de leur parler qu'ils peuvent justement comprendre, et comment fonctionne le budget de l'État et la fiscalité de l'État, parce qu'il faut des ressources pour tout ça. Absolument. Alice, question inversée. Qu'est-ce que la première promo et la promo qui est en train de se dérouler de l'Académie des futurs leaders vous a appris? Tout ce qui est énormément d'intégrité, beaucoup d'éthique et d'humilité. Je crois que quand on passe une journée, une semaine ou 6 mois dans un groupe comme celui des promos qu'on a eu, on apprend à se taire. On apprend à écouter, on apprend à accueillir aussi. Et ce qui est très beau, c'est que les participants arrivent aussi avec leur vulnérabilité. C'est quelque chose qu'on voit peu en politique. Récemment, le monde, malheureusement, a perdu, et ça me rend très triste, 3 femmes leaders politiques exceptionnelle, incroyable. Nicola Sturgeon, première ministre écossaise, Sanna Marin, première ministre finlandaise, et Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise. Elles ont exercé un leadership fondé sur l'empathie et elles se sont retirées d'elles-mêmes en disant c'est ma vulnérabilité. Et ça, c'est les leaders dont j'ai envie, et c'est les leaders que je vois à l'Académie. C'est le même type de personnes. Faire ces nouvelles prépas politiques pour pouvoir bâtir justement le monde de demain. Merci infiniment de nous avoir fait plonger dans les coulisses de vos écoles. Alice Barbe pour l'Académie des futurs leaders, Marc Bérébi pour le Collège citoyen de France, 2e promo en cours de formation que suit Emmanuel Larocque, CEO de Social Builder, faut-il le rappeler. Merci. 3e promo. 3e promo, merci Marc, décidément. Je vais regarder évidemment les programmes du Collège citoyen de France de beaucoup plus près désormais. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour ses idées derrière la tech, et nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.